Bonsoir à tous, nous sommes au cœur du siège de France Télévisions et plus particulièrement sur le plateau du journal de 13h de France 2. Comme vous le savez, depuis cette année, nous sommes désormais une société unique. Bienvenue donc dans Archipel, la case documentaire de France Télévisions consacrée aux Outre-mer. Alors ce soir, nous allons vous raconter un chapitre de l'histoire de l'esclavage. Tout le monde a encore en tête l'année 1848, mais il y a eu une première abolition, oubliée de tous, qui ne sera pas appliquée dans toutes les colonies françaises. Voici La liberté générale, un documentaire de Didier Rethel. Léger Félicité Sontonax, commissaire civil de la République, délégué aux îles françaises de l'Amérique sous le vent, proclamons. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà, citoyens, l'évangile de la France. Il est plus que temps qu'il soit proclamé dans tous les départements de la République. En 1794, la France va être la première nation au monde à abolir l'esclavage et à instaurer dans ses colonies la liberté générale. Comment cette mesure révolutionnaire à la portée universelle va-t-elle être appliquée et vécue? Napoléon, 8 ans plus tard, mettra fin brutalement à ce régime égalitaire, renouant avec 2 siècles de traite négrière transatlantique. Mais reprenons le cours de l'histoire. Nous sommes en 1791. Le déclenchement de la Révolution française et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'ont pas suffi à faire cesser l'infâme trafic. Cependant, face à l'ampleur de l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue, l'Assemblée législative, composée en majorité de Girondins, menée par Brissot, l'un des fondateurs de la Société des Amis des Noirs, vote le 24 mars 1792 une loi reconnaissant l'égalité des droits à tous les hommes libres, quelle que soit la couleur de leur peau. L'ordre colonial fondé sur le travail servile et le préjugé de couleur commence alors à se fissurer. Pour appliquer ce décret du 4 avril 92, l'Assemblée législative et le gouvernement brissotin donc, est conscient qu'on ne peut absolument pas compter sur les autorités coloniales locales. Il faut envoyer un nouveau pouvoir. C'est l'objet donc de la nomination de la commission civile composée de Léger Félicité Sontonax, Étienne Polverel et le troisième, Ayot. Léger Félicité Sontonax, 1753-1813. Fils d'un négociant aisé, fit des études de droit et était avocat au Parlement de Paris en 1789. Il développa une activité de journaliste où il défendit les thèses abolitionnistes portées par la Société des Amis des Noirs. En 1790, dans le journal Révolution de Paris, il écrit prophétiquement. Oui, nous osons prédire avec confiance. Un temps viendra où l'on verra un Africain à tête crépue, sans autre recommandation que son bon sens et sa vertu, venir participer à la législation dans le sein de nos assemblées nationales. Il est envoyé avec des moyens financiers et des moyens militaires non négligeables pour faire appliquer la loi du 4 avril. Un point, c'est tout. Et, de façon évidemment plus ouverte, pour rétablir l'ordre dans la colonie. Quand Sontonax est nommé, la guerre a commencé déjà entre la France, l'Autriche et contre la Prusse. C'est une guerre continentale. C'était le moment des enrôlements volontaires. Et la France présentait au monde un spectacle qui pouvait passer pour un exemple. Tout la trahissait. Son roi qui essayait de fuir à Varennes, sa noblesse qui combattait dans les rangs ennemis et qui poussait les Prussiens sur la France. À tout moment, on voyait arriver à l'armée quelques nouveaux régiments, dont on ne soupçonnait pas l'existence, qui n'étaient portés sur aucun cadre. Il y a une chute de plusieurs citadelles, Verdun, Longwy, dans l'est de la France, et la route de la capitale est ouverte.
Dans ce contexte de mobilisation générale, les représentants des gens de couleur pensent que l'opportunité est venue d'offrir leurs services pour une meilleure reconnaissance de leur intégration. Cette catégorie intermédiaire, particulièrement réprimée dans le contexte de la ségrégation coloniale d'Ancien Régime, ne va cesser de se renforcer à la faveur des guerres du XVIIIe, où ils vont acquérir des propriétés, ils vont acquérir du prestige social. Si la nature, inépuisable dans ses combinaisons, nous a différenciés des Français par des signes extérieurs, d'un autre côté, elle nous a rendus parfaitement semblables, en nous donnant, comme à eux, un cœur brûlant de combattre les ennemis de l'État. Pour moi, messieurs, choisi par mes frères pour être l'interprète de leurs sentiments, je suis privé par l'âge de les suivre dans la carrière de l'honneur. Mais je contribuerai d'une somme de 500 livres par année. Et j'ajouterai un prix de pareille somme pour celui d'entre eux qui fera une action digne de votre éloge. Julien Raymond est né en 1744 dans le sud de Saint-Domingue. Fils d'un vigneron landais marié à une carteronne, il possède habitation et esclaves. Quand il quitte Saint-Domingue pour la France en 1784, il est déjà une personnalité importante, intermédiaire entre le pouvoir métropolitain et les libres de couleur du Sud. Julien Raymond va donc lever un corps de troupes légères qui va prendre des noms différents, Légion des gens de couleur, Légion des Américains ou Légion de Saint-Georges, parce que le commandant va être le chevalier de Saint-Georges, qui est un peu une figure emblématique de l'intégration des gens de couleur. Saint-Georges est né esclave en Guadeloupe. Son père, Georges de Bologne de Saint-Georges, colon protestant d'origine néerlandaise, lui donna une éducation soignée. En 1761, il fut admis dans le corps prestigieux des gendarmes de la garde du roi. Il se fit notamment connaître comme escrimeur hors pair et violoniste prodige. Saint-Georges avait été nommé colonel de la Légion franche de cavalerie des Américains du Midi. Boyer, de son côté, venait de lever le régiment des hussards de la liberté et de l'égalité. Tous deux connaissaient mon père. Tous deux le voulurent avoir sous leurs ordres. Alexandre Dumas est le fils d'un noble normand, le marquis de la Pailleterie. Il est le premier général métis originaire de Saint-Domingue dans l'armée française. Commandant en chef de l'armée de l'Ouest, puis de celle des Pyrénées-Orientales, pour passer ensuite à celle des Alpes. En 1796, il assiège Mantoue puis rejoint l'armée du général Joubert qui lui confie le commandement de la moitié de ses 20 000 hommes. Les Autrichiens le surnomment le Diable Noir. Arrivé à Saint-Domingue en septembre 1792, Sontenax trouve une situation qui est complexe, tendue. Il va un petit peu percevoir ces Blancs comme des nobles, des aristocrates d'Ancien Régime, et donc il va se mettre du côté des libres de couleur. Il dit, dans une lettre à Brissot, qu'à Saint-Domingue, il n'y a pas un seul Blanc partisan de la Révolution. Tous veulent, jusque et y compris l'indépendance de la colonie, maintenir le système tel qu'il est, et donc refuser la loi du 4 avril. Les Espagnols ont déjà envahi le nord de la colonie et les colons de l'Ouest ont fait appel aux Anglais qui ne sont pas encore arrivés. On est dans une situation un petit peu intermédiaire. Sontenax dissout les assemblées coloniales qui avaient exclu de l'électorat les libres de couleur et il fait emprisonner ceux des Blancs qui sont les plus rétifs à l'application du décret du 4 avril. Il répète à l'envi qu'il faut ramener les esclaves à l'obéissance, les remettre au travail, que les sucreries fonctionnent, etc., etc. Il multiplie les discours pendant près d'une année. Début 93, tout change. L'exécution de Louis XVI, donc le 21 janvier, précipite cette longue série d'affrontements franco-anglais pour le contrôle des colonies qui reprend. Et avec l'Angleterre, suit très rapidement les autres puissances navales, puisque le 8 février, c'est l'Espagne et la Hollande qui entrent en guerre contre la France. Les troupes espagnoles franchissent la frontière terrestre, les Anglais débarquent en plusieurs points de la côte sur mer. Toussaint Louverture va passer du côté espagnol. Il reste dans la colonie espagnole jusqu'au mois de mai 1794. Dans un premier temps, Sontenax, pris dans cet étau, va accorder la liberté à tous les esclaves qui s'engagent dans l'armée. Ceux qui combattent pour la République sont libres.
La manœuvre de Sonthonax est efficace, effectivement, puisque les troupes noires entrent dans la ville, des milliers de blancs quittent Saint-Domingue à ce moment-là, et la ville du Cap est complètement incendiée. Petit à petit, l'idée vient d'aller au-delà de ce premier mouvement, et donc de faire une grande proclamation. 29 août 1793, Sonthonax proclame la liberté générale. Après, tout le monde connaît que yo libre et égal en droit, d'ouvant bondier, tout comme d'ouvant monde. Yo seyonne l'Assemblée, propre jour la... N'oubliez jamais, citoyens, que c'est pour la République française que vous avez combattu. Que de tous les blancs de l'univers, les seuls qui soient vos amis sont les Français d'Europe. N'oubliez jamais que vous tenez d'eux les armes qui vous ont conquis votre liberté. La République vous adopte au nombre de ses enfants. Rentrez dans vos ateliers ou chez vos anciens propriétaires, vous recevrez le salaire de vos peines. Vous ne serez plus assujettis à la correction humiliante qu'on vous infligeait autrefois. Vous ne serez plus la propriété d'autrui. Tout nègre et milate qui esclaves encore, nous déclarer yo tout libé, yo gagné, même droit que tous les autres citoyens français, mais yo va suivre les ordonnances que nous va faites. En métropole, la situation politique a changé. Après avoir dominé la Convention, les Girondins sont chassés du pouvoir par les sans-culottes parisiens. Leurs principaux dirigeants seront guillotinés. À l'initiative de Robespierre, les montagnards forment un gouvernement d'exception dont le principal organe est le Comité de salut public. La terreur est mise à l'ordre du jour en octobre 1793. Sonthonax et Paul Vérel ont pris une décision forte dans un moment extrêmement difficile. Pour autant, ils ont outrepassé les droits qui leur étaient accordés, les instructions qui leur avaient été données. Toujours est-il qu'effectivement, pour annoncer la nouvelle à la métropole, Sonthonax décide d'élire 6 députés. 3 de ces députés, Jean-Baptiste Mills, un mulâtre, Jean-Baptiste Bellay, un nègre libre du Cap français, et puis Pierre Dufay, qui est un blanc. Donc ce sont les 3 couleurs, ce sont les 3 composantes de cette colonie française de Saint-Domingue qui viennent en avant-garde présenter la décision générale qui a été prise par Sonthonax. Le 4 février 1994, donc 16 pluviose, les 3 députés font leur entrée solennelle à la Convention. On a gardé un petit peu l'image mythique de l'Assemblée qui, dans l'enthousiasme, voyant ce noir, décide en quelques minutes de ratifier la décision d'abolir l'esclavage. En fait, le vote s'est fait à une courte majorité. Les journaux patriotes prononcés, comme on dit, vont se précipiter pour applaudir ce décret qui met en conformité le statut des colonies avec les principes de la Déclaration des droits. Dès 1789, on a cette belle déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que petit à petit on a étendu à tout le monde, sauf aux femmes malheureusement, mais qui effectivement est donnée aux protestants, aux juifs, ensuite effectivement libre de couleur en 1792 et finalement en 1794. Qu'on soit allé jusqu'aux esclaves, c'est extraordinaire. On a célébré l'abolition de l'esclavage par des défilés, par des spectacles, par des fêtes, par des discours, par des chants. Pendant une période de 8 ans, il n'y a plus du tout de différence entre le territoire colonial et le territoire métropolitain. Il y a une continuité de la législation qui fait qu'on va avoir des députés des colonies qui vont être élus, quelle que soit l'origine ethnique. Et pour retrouver une telle situation à la fois juridique et législative, il faudra attendre la loi de départementalisation de 1946. L'âme du nègre, d'Afrique surtout, ne s'anime guère qu'au son bruyant d'un tambour ou d'une voix exprimée avec force. Il n'a point de physionomie, ses traits sont sans expression, et sa figure présente l'image de la stupidité. Il agit mais ne réfléchit pas. L'esclavage, ce n'est pas seulement une forme de travail, c'est une forme de domination sociale. Et les colons n'étaient pas prêts à changer de type de société. La proposition selon laquelle, aux yeux de la loi, tous les hommes sont égaux, est trop générale pour être vraie. L'inégalité est inhérente à la nature humaine. Les différences de couleur en sont la marque la plus immédiatement perceptible. Une partie importante de ces colons rentrent en France. Ils ne seront pas considérés comme des émigrés, surtout s'ils ont bien pris la précaution de se réfugier aux États-Unis, pays neutre, qui n'est pas en guerre contre la France. Les êtres humains
se positionne en fait sur une espèce d'échelle. À une extrémité se trouve l'Européen, et plus précisément le Français, à l'autre l'Africain. Entre les deux, la distance est immense et les différences énormes. D'abord sur le plan biologique. Mais évidemment, quand ils arrivent dans les ports, ils vont être à l'origine de mouvements très hostiles à l'abolition de l'esclavage. C'est vrai au Havre, où des manifestations vont être organisées pour les soutenir. C'est vrai à La Rochelle, c'est vrai à Bordeaux, où ces colons vont être à l'origine d'un mouvement de résistance à l'abolition. Les Européens sont forcés de recourir à la traite. Mais celle-ci s'applique à un peuple que la nature semble avoir elle-même condamné à la servitude. Les intérêts des planteurs esclavagistes seront toujours présents. Ils auront 2 députés, 2 délégués permanents auprès de la Convention, les fameux Page et Brelet, qui ont joué un rôle décisif dans la modération, en quelque sorte, de la politique coloniale de la Convention à tous les moments. Je vous demande d'examiner sans prévention ce que seraient les conséquences de cette application immédiate, absolue et incontrôlée du décret de Pluviose. Justice et pitié, voilà ce que je vous demande. Pour les Blancs, bien sûr, ces colons, qui, quoi qu'on en ait dit, sont plus victimes que coupables. Mais aussi pour les Noirs, qui seraient immanquablement victimes eux aussi d'une émancipation à laquelle ils n'auraient absolument pas été préparés. Ce décret pour Saint-Domingue ne fait que légaliser une situation, qui est l'abolition de l'esclavage, alors qu'en Guadeloupe, il faut abolir l'esclavage. Donc une expédition est envoyée en Guadeloupe en avril 1794, et au moment où elle part, la Guadeloupe est tombée entre les mains des Britanniques. Victor Hugues est né à Marseille en 1761 et a été colon à Saint-Domingue. De retour en France, il devient procureur sous les ordres du Comité de salut public. Quand la Convention déclare l'abolition de l'esclavage dans tous les territoires français, elle le nomme commissaire national en Guadeloupe. Conformément à ses ordres, il abolit l'esclavage et le décret d'abolition lui permet de recruter des troupes parmi les esclaves. Vous, citoyens noirs, qui, reconnaissant des bienfaits de la nation française, avez partagé nos succès en combattant pour votre liberté, imitez vos frères, les sans-culottes. J'ai pris le parti de former 3 bataillons dans lesquels j'ai amalgamé tous les sans-culottes. Ce mélange a produit le meilleur effet possible sur l'esprit des ci-devant esclaves. Je leur ai accordé la même paye que les troupes de France dans les colonies. Ils s'exercent 2 fois par jour et sont fort adroits au maniement des armes. Victor Hugues va abolir l'esclavage en rétablissant, par une guerre de reconquête, le pouvoir français sur la Guadeloupe, à la fois contre l'occupant anglais qui contrôlait une partie de l'île et contre les colons. En Guyane, c'est un personnage plus effacé, Janet Houdin, qui est envoyé et qui va, lui, abolir l'esclavage en Guyane pacifiquement. Dans ce territoire peu mis en valeur, peu exploité, il n'y avait pas de résistance possible et les colons soit se sont soumis à la nouvelle législation, soit sont partis. Janet Houdin, né en 1762, est fils de fermier et neveu de Danton. Il est commissaire de la Convention avant d'être nommé gouverneur de Guyane. Des réceptions du décret d'abolition, il appelle les nouveaux citoyens à exercer les droits politiques qui leur sont immédiatement reconnus en votant pour l'élection au suffrage universel d'une nouvelle assemblée coloniale. En Martinique, l'île est occupée par l'Angleterre depuis juillet, et bien évidemment, les Anglais n'appliquent pas la loi française. Et les colons sont sous la protection anglaise et s'en portent très bien. On voit des esclaves qui fuient l'île pour rejoindre justement la partie française de Saint-Domingue ou pour rejoindre la Guadeloupe de façon à pouvoir être libres. Alors ce qui se passe, c'est que l'on va assortir cette liberté générale de restrictions à cette liberté pour les anciens esclaves, ceux qu'on appelle les cultivateurs ou les nouveaux libres. Obligation de travailler sur les anciennes plantations où ils étaient esclaves, obligation de résider sur ces plantations, et troisième point, pour ceux qui seraient des contrevenants, délits de vagabondage. S'ils ne travaillent pas sur les plantations, ils sont condamnés à des peines de prison ou de travaux forcés selon la gravité de ce qu'ils ont fait. Robespierre est renversé le 27 juillet 1794. Lâché par les sans-culottes, il sera guillotiné le lendemain avec ses principaux partisans.
C'est alors que Sontonax débarque à Rochefort, sous le joug d'un décret d'arrestation voté 6 mois auparavant. Le procès de Sontonax, c'est le procès de l'abolition de l'esclavage, et c'est le procès qui oppose les colons à cette nouvelle législation. C'est cet homme qui, le 5 novembre 1791, dans Révolution de Paris, appelle à négocier avec nos frères, les esclaves insurgés. Alors oui, certes, les colons qui connaissaient les nègres, leur moralité et les excès dans lesquels ils pouvaient se porter ne devaient pas voir sans crainte et sans horreur de tels commissaires aller à Saint-Domingue. Vous voyez que les colons appellent principes destructeurs les principes de la liberté. J'y vois des principes de destruction et de mort. Ce n'est ni avec des vaisseaux, ni avec des soldats d'Europe que la France maintient ses possessions en Amérique. C'est avec la liberté générale des Noirs. Elle vaut une escadre et plus de 60 000 hommes de troupes. L'armée de Saint-Domingue ne coûte pas un sou à la République. Elle repousse journellement les Anglais des places que les colons leur ont livrées. Qui l'assassin? La prochaine fois que tu te permettras des menaces de cette espèce, je te déclarerai exclu des débats. Ce procès de Sontonax est un projet qui oppose deux visions du monde, deux visions des colonies. Ceux qui pensent que l'esclavage est une donnée structurelle du monde colonial, qui pensent que l'esclavage est éternel, que sans esclavage, il n'y a pas de colonie, et ceux qui pensent l'avenir des colonies sans l'esclavage, qui veulent des colonies sans esclaves, qui permettront d'ouvrir la voie à d'autres colonisations. Donc c'est deux mondes. Et dans le procès qui est fait à Sontonax, il n'est jamais question explicitement de la question de l'esclavage. Ne perdez pas de vue, citoyens, que les Blancs de la colonie sont dans le même rapport avec les esclaves et les hommes de couleur qu'en France, la noblesse et le clergé l'étaient à l'égard des communes. On peut, tant qu'on voudra, être possédé de la négromanie, de l'amour des Africains. Mais on ne doit point avilir la nation française dans la personne des colons. Les Français sont aussi braves à Saint-Domingue qu'en France. Il ne me persuadera jamais que les Africains évaluent les colons européens. Les Africains transplantés à Saint-Domingue ne sont-ils pas des Français? Monsieur le Président. Les colons ne se contentent pas de répandre la calomnie partout. Hier, sur la place du Carrousel, en sortant de cette enceinte, j'ai été insulté. Plus de 200 colons ont ameuté le peuple en l'excitant à me courir dessus. Et le fait qu'il ait été acquitté dit clairement quel est le sens de la nouvelle politique qui est mise en œuvre par le décret du 16 plus 12 et qui n'est pas remise en cause. Et il faut rappeler avec force quand même que pendant 8 ans, jusqu'en 1802, on ne remettra pas officiellement en cause l'abolition de l'esclavage. Quand le décret d'abolition a été connu à la Guyane, la réunion la plus belle s'est faite. Les esclaves et leurs précédents maîtres, dont ils sont devenus les métayers, travaillent ensemble. Chacun a sa part de bénéfice. Lorsque l'abolition a été publiée en Guadeloupe, nous avons vu les Noirs se rallier aux patriotes pour en expulser les Anglais et les immigrés. L'abolition de l'esclavage va devenir le ciment d'un véritable front républicain. Nous jurons de vivre libres pour la prospérité et la splendeur de la République. Nous réclamons des armes et des munitions pour libérer nos frères encore courbés sous le poids des chaînes de l'esclavage dans les colonies anglaises et espagnoles. En février 1995, au moment du premier anniversaire de l'abolition, la Convention va reprendre le débat colonial sur la question de l'esclavage pour mettre sur les rails constitutionnels l'abolition de l'esclavage et l'intégration des colonies à la Constitution. Il y aura des élections et une nouvelle constitution qui va se mettre en place, la constitution de l'an 3, qui va instaurer pour la première fois un bicamérisme, avec un conseil des 500 et un conseil des anciens, et un directoire de 5 personnages qui vont assurer l'exécutif. Je dénonce ces hommes envoyés dans les colonies par les Jacobins et qui, par le même système que Robespierre, les ont désolés. Je les dénonce pour avoir affamé la France en anéantissant les moyens d'échange qui s'élevaient à 70 millions. La contre-révolution relève la tête, tous azimuts, aussi bien les prêtres réfractaires que les royalistes. Certains sont des royalistes constitutionnels, mais il y a aussi des royalistes tendance dure, si j'ose dire, ceux qu'on surnomme les jacobins blancs. Ils sont organisés autour d'un club, le club de Clichy, qui réunit de manière assez hétéroclite tous ces gens-là. Vous ne voulez pas
que par une philanthropie meurtrière, on continue à faire couler le sang français par torrent. Vous ne voulez pas faire égorger vos frères issus de votre propre sang pour faire triompher les Africains. Est-ce que je suis un chien? Non. Mais tu n'es pas français. Qu'on ne parle plus de la nécessité de l'esclavage pour la culture. Plusieurs habitations ont continué sous la loi de la liberté, sans autre différence que dans le partage des produits auxquels les cultivateurs sont appelés pour un quart. Le bonheur dont on parle maintenant à propos de Saint-Domingue est un leurre. Les pires horreurs continuent de s'y commettre. Je demande que la constitution nouvelle qui se prépare garantisse solennellement l'attachement de la France au décret de Pluviose, afin d'accroître encore le dévouement et le bonheur des Noirs libérés. Il faut que les colonies soient toujours françaises, au lieu d'être seulement américaines. Qu'elles soient libres, sans être cependant indépendantes. Qu'elles fassent partie de notre République indivisible et qu'elles soient surveillées par les mêmes lois et le même gouvernement. Alors que la Constitution de 93 n'évoquait même pas l'existence de colonies, la Constitution de l'an 3, sur le rapport de Boissy-D'Anglas, intègre les colonies au territoire de la République et à la législation républicaine. Rendre à tous les habitants des colonies cette liberté qu'on n'avait pu leur ravir que par la violence et par la force, c'est en faire non seulement des hommes libres, mais encore des citoyens. Cette Constitution fait des colonies et des citoyens qui habitent les colonies des Français comme les autres. Les députés noirs comme Bellay sont des représentants de la nation à part entière. Ils peuvent intervenir sur toutes les questions qui intéressent l'ensemble de la nation. C'est la première fois que la notion même de colonie disparaît. Transformer les colonies en départements, c'était appliquer aux colonies la même législation dans les départements métropolitains. Ce qui, en d'autres termes, rendait impossible tout rétablissement de l'esclavage. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'unité législative qui s'impose. La question de la traite et de l'affranchissement des esclaves est enfin résolue pour la France. Les amis des Noirs n'ont plus que des soins doux et paisibles à remplir. Entre la disparition de la Société des Amis des Noirs de 1787-1791 et la Société des Amis des Noirs et des colonies qui va renaître en 1797, il y a eu une continuité. La société s'appelle Société des Amis des Noirs et des colonies, ce qui peut paraître aujourd'hui quelque chose d'un peu surprenant et de peu associé à un projet progressiste. Mais à l'époque, il y a ce projet d'établissements coloniaux en Afrique qui est inséparable d'un projet de civilisation, d'intégration républicaine. La clé de cette intégration, c'était l'éducation, d'où effectivement le développement de l'institution nationale des colonies et d'autre part le développement sur le territoire des colonies d'établissements d'éducation, les écoles centrales, qui devaient se développer dans tous les départements, y compris les départements coloniaux. Donc l'instruction était la clé de l'intégration. Il y a à la fois un projet de fusion des élites, mais en même temps de réconciliation. L'assimilation juridique des colonies rend indispensable l'envoi d'une troisième commission civile. Au Mascareigne, où les députés de La Réunion et de l'île Maurice ont réussi à retarder l'application du décret d'abolition, ce sont les agents de la République, Bacot et Burnel, qui sont nommés. Bacot et Burnel rencontrent les autorités présentes sur place et au bout de 2 jours, finalement, ça se passe très mal et ils sont pratiquement sur le point d'être exécutés. Ils sont rembarqués de force. Il n'y a pas d'application, tout simplement parce que les colons qui contrôlent les assemblées coloniales refusent l'application de la loi. Ils se disent citoyens français, amis de toutes les lois de la République, sauf celle-là. À la Guadeloupe et Sainte-Lucie, Victor Hugues est confirmé à son poste. Son cheminement est celui d'un opportuniste. Il va imposer un régime particulièrement autoritaire. Alors il va être aussi accusé de corruption, d'avoir notamment beaucoup d'intérêt dans les opérations de navires corsaires qui sont équipés en Guadeloupe. Cette activité corsaire va permettre à la Guadeloupe de s'approvisionner pendant toute la période 1794-1802. Pour Saint-Domingue,
le directoire désigne 5 agents, dont Julien Raymond et Sontonax, récemment acquittés. Sa deuxième mission va consister à administrer l'abolition de l'esclavage, à administrer, comme on dit à l'époque, la liberté générale. C'est dans le cadre de cette commission civile, de cette deuxième commission civile pour Sontonax, que la collaboration entre Sontonax et Toussaint Louverture va se faire. C'est un excellent général qui va effectivement remporter un grand nombre de victoires et qui va permettre donc de repousser hors de l'île les Anglais. Sontonax aura l'impression, tout à fait fondée, tout à fait réelle, que Toussaint Louverture prend le contrôle militaire puis le contrôle politique de la partie française de Saint-Domingue. Cette période est aussi très intéressante parce qu'elle nous apprend des choix de Toussaint Louverture en matière économique. Toussaint fait le choix donc de maintenir les nouveaux libres sur les plantations, sauf ceux qui sont dans l'armée bien sûr. Alors le nouveau libre peut certes se marier, divorcer s'il le désire, mais il ne peut pas quitter la plantation sur laquelle il a été affecté. Ces nouveaux libres se retrouvent dans ces situations qui leur rappellent par bien des aspects la situation antérieure. C'est une cause effectivement de tension dont on verra les conséquences dans les années 1802. Et il y a eu des révoltes importantes de cultivateurs qui refusaient le travail forcé, qui ont été durement réprimés, aussi bien par Victor Hugues que par Toussaint Louverture. Cette armée qui va réprimer ces révoltes de cultivateurs est formée essentiellement de soldats de couleur et il y a à partir de ce moment-là un fossé important qui se creuse entre noirs cultivateurs et soldats noirs. Le commerce maritime anéanti, l'empire des mers abandonné sans partage aux Anglais. À Saint-Domingue, le gouvernement militaire est actuellement confié à des nègres ignorants et grossiers, incapable de distinguer la licence la plus effrénée. Hugues exerce à la Guadeloupe un despotisme digne d'un émule de Robespierre. Les nègres y sont conduits au bâton ou soumis à la fusillade. Les revenus des particuliers sont à sa disposition. On va assister à une campagne extrêmement violente de dénigrement de tous ceux qui ont joué un rôle dans la colonie depuis l'abolition de l'esclavage. À Saint-Domingue, Sontonax s'entoure de nègres armés. Présence à Saint-Domingue de Sontonax, le tyran audacieux et sanguinaire des Antilles. C'est le crime couronné. Le mouvement royaliste change de stratégie, bien entendu, ne prétend pas rétablir la royauté par la force, mais pense pouvoir s'appuyer sur le principe même de la Constitution, c'est-à-dire les élections. Au printemps 1797, les élections donnent un fort pourcentage de réactionnaires, contre-révolutionnaires, conservateurs, royalistes, etc. mêlés. Est-il rien qui porte plus le sceau de l'injustice que de refuser d'envoyer à Saint-Domingue un seul colon blanc revêtu de l'autorité et d'y déléguer en même temps, avec la toute-puissance directoriale, Julien Raymond, homme de couleur? Je plaide pour la révocation du principe de l'abolition. Il va y avoir une sorte de bras de fer qui va durer finalement en gros entre le mai 1797 et le 4 septembre 1797, où là le directoire va par un coup de force annuler en quelque sorte une partie de ces élections de manière à avoir quand même une majorité républicaine dans les conseils. Donnez la Constitution à Saint-Domingue, il est soumis à vos lois. Voulez-vous le soumettre par la force? Il sera le tombeau de vos armées et le désespoir de votre législation quand vous l'aurez soumis. La Constitution a proclamé pour les colonies un principe solennel que vous ne pouvez ignorer. Il ne faudrait pas penser que tout soit acquis dans les autorités du directoire, donc de la République libérale de l'an 3. Et en particulier, il y a de fortes résistances qui se manifestent dès cette époque-là, notamment à l'intérieur du ministère de la Marine, qui songe déjà à remettre en cause ces avancées. En 1797 arrive au Havre, dans une condition physique assez lamentable, des compagnies d'hommes de couleur qui ont été libérés par les Anglais. On va les regrouper donc sur cette île d'Aix, notamment dans l'hiver 98-99, dans des conditions sanitaires et des problèmes de ravitaillement extrêmement difficiles. On en a des témoignages. Beaucoup ont souffert des conditions de détention sur les pontons britanniques. Arrivés ici, on nous a mis sous des tentes, avec un peu de paille que nous disputons à la vermine et aux insectes. Nous sommes nus, sans habillement, et pour comble de tyrannie, privés d'aller à Rochefort acheter nos petits besoins qu'on nous fait payer ici à un prix fou.
L'hiver s'approche, et déjà le froid de ce banc de sable nous glace. Nous sommes mal vus et maltraités. Voyez vous-même si des hommes extropiés au service de la République doivent être traités ainsi. Veuillez vous employer pour que, si nous ne devons pas partir cette année pour la Guadeloupe, nous ne soyons pas réduits à passer l'hiver dans cet état, car nous mourrons tous comme des mouches. Ils vont quand même passer 2 hivers ici. Étienne Mentor, l'un des représentants de Saint-Domingue au corps législatif, au Conseil des 500, va s'emparer de cette pétition pour lancer en plein corps législatif une dénonciation de l'amiral Bruix. Étienne Mentor est né en 1771 à Saint-Pierre en Martinique. Attaché militaire à la commission civile avec le grade d'adjudant général, député de Saint-Domingue, c'est un proche de Sontonax. Il sera le principal rédacteur avec Boiron-Tonnerre de la proclamation d'indépendance de la République d'Haïti en janvier 1804. Vous vous vantez, citoyen Bruix, de vous être prononcé avant la Révolution pour les droits des hommes de couleur. Vous assurez les avoir mieux défendus comme militaire que moi comme député. Soit. Vous avez entassé les militaires de couleur et noirs de différents corps sur un banc de sable désert et pour eux inhabitable. Je ne vous dissimulerai même pas, citoyen Bruix, que j'ai de la peine à croire à votre républicanisme. Et j'avoue que si, quoique baron de Bruix, créole et grand planteur de Saint-Domingue, vous êtes réellement bon français, les apparences sont furieusement contre vous. Quant à moi, citoyen Bruix, peu confiant dans le peu de lumière que les grands planteurs, vos pareils, accordent à un noir, il me suffit d'avoir répondu à vos invectives, d'avoir démontré la méchanceté de vos manœuvres à l'égard des hommes noirs et de couleur relégués à l'île d'Aix. Le représentant du peuple, Étienne Mentor. Alors, cette affaire va faire que le ministère va fermer ses locaux où se réunissait la Société des Amis des Noirs et des Colonies, et d'autre part va donner l'ordre d'expédier le plus rapidement possible, donc au printemps 1799, ces compagnies d'hommes de couleur vers les Antilles, et en particulier vers la Guadeloupe. Parmi les officiers, donc j'ai cité Magloire-Pélage, je pourrais citer également Louis Delgrès, qui était d'ailleurs l'un des officiers les mieux notés dans les états de service. Il y avait également Louison Grippon, il y avait Doria Fils, enfin il y a un certain nombre d'officiers qui vont être directement mêlés aux événements qu'on appelle la révolte de la Guadeloupe. Dans la dernière partie du territoire, la situation politique, à la fois en France métropolitaine et dans la France coloniale, est extrêmement difficile pour les partisans, les tenants en quelque sorte du maintien de la liberté générale. À Saint-Domingue, la situation globale est en train d'échapper progressivement aux autorités métropolitaines. Tout ça est en quelque sorte au sommet de sa puissance. Sa volonté politique apparaît de plus en plus forte. Il contribue très très fortement à écarter Sontonax et Lavaux, qui vont être obligés de repartir, élus députés dans les assemblées du directoire, mais ce qui évidemment crée en quelque sorte un vide qui est immédiatement occupé par ce pouvoir de Toussaint Louverture qui a su se créer une clientèle, des officiers, des sous-officiers noirs, à qui il offre des distributions de terres, des distributions de plantations confisquées aux colons. Il se démarque des mulâtres et décide de leur imposer sa volonté. Commence à partir de ce moment-là une des guerres les plus fratricides de cette révolution et les mulâtres sont mis à la raison. Début de l'automne 1799, le général Bonaparte fait figure de sauveur. C'est un tel génie de la propagande que finalement ce général qui quitte le corps expéditionnaire qu'il était censé commander en Égypte va bénéficier d'un énorme capital de sympathie. C'est l'homme à poigne qui va pouvoir rétablir la sécurité intérieure et extérieure, qui va pouvoir instaurer des finances saines, une administration moins corrompue. Et il est soutenu par tout un parti qui milite en faveur d'une constitution dans laquelle l'exécutif sera fort. Il y a une grande instabilité politique, et évidemment les généraux victorieux sont couverts de médailles, couverts de gloire et d'ambition.
Le coup d'État va se passer les 9 et 10 novembre 1799. La France se réveille avec 3 consuls, en réalité c'est surtout un, c'est-à-dire Bonaparte, et une constitution qui se conclut par les mots « la révolution a atteint son but », en clair, elle est finie. Ma politique est de gouverner les hommes comme le plus grand nombre veut l'être. C'est là, je crois, la manière de reconnaître la souveraineté du peuple. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de la Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte. Si je gouvernais un peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. La politique coloniale de Bonaparte n'est pas décidée à l'avance. Il a un objectif, c'est rétablir l'ordre, la stabilité à Saint-Domingue pour en faire l'épicentre d'une grande expansion française faisant du golfe de Mexique une Méditerranée française. Dans un premier temps, il pense que le pouvoir de Toussaint Louverture est un appui solide. Il s'apprête à en faire véritablement le relais du pouvoir métropolitain en direction de Saint-Domingue. À Saint-Domingue et à la Guadeloupe, il n'est plus d'esclaves. Tout y est libre et tout y restera libre. La sagesse et le temps y ramèneront l'ordre et y rétabliront la culture et les travaux. À la Martinique, ce seront des principes différents qui prévaudront. La Martinique a conservé l'esclavage et l'esclavage y sera conservé. Il en a trop coûté à l'humanité pour tenter encore dans cette partie du monde une révolution nouvelle. Désormais, les colonies sont régies par des lois spéciales. C'est la fin donc, de l'intégration des colonies à la Constitution. Bonaparte cède à la pression des milieux coloniaux, qui sont revenus en force après l'amnistie qui a été accordée aux émigrés. Il cède aussi aux anciens administrateurs coloniaux qui reviennent en force, y compris dans les bureaux des colonies. Et puis l'arrivée des informations montrant clairement une politique personnelle de Toussaint Louverture, va amener le basculement. Toussaint Louverture occupe toute l'île et abolit l'esclavage dans la partie espagnole. Il est le maître de toute la colonie à partir du printemps 1801. Le point de rupture, c'est la rédaction et la promulgation d'une constitution de Saint-Domingue par Toussaint Louverture, et qu'il soumet à Bonaparte une fois rédigée, en lui disant voilà, votre constitution, dans votre grande sagesse, prévoit que les colonies seront régies par des lois particulières. Eh bien voilà, nous avons maintenant une loi particulière qui est la constitution de Saint-Domingue. Alors ça va se traduire comment? Eh bien par la décision d'envoyer un corps expéditionnaire tout simplement, sous la direction du général Emmanuel Leclerc, qui est son propre beau-frère. Toussaint est obligé d'accepter les propositions du général Leclerc, c'est-à-dire de se rendre contre effectivement le maintien de la liberté générale et le maintien de ce qui a été obtenu en 1793. Toussaint accepte. La question qu'on peut se demander, c'est pourquoi la population noire n'a pas soutenu Toussaint. C'est que Toussaint était perçu comme quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Donc toute une partie de la population, d'autant plus qu'elle voit arriver des anciens libres de couleur et puis des gens qui ont participé à la Révolution et à la libération générale, elle a le sentiment qu'on est venu les délivrer de Toussaint Louverture. Toussaint est arrêté et renvoyé en France, emprisonné au fort de Joux, où on sait qu'il décédera quelques mois plus tard. En 1801, Bonaparte nomme Lacrosse au grade de capitaine général, avec pour mission de rétablir l'ordre en Guadeloupe. Cet homme, symbole du retour à l'ordre ancien, cristallise contre lui les haines et les rancœurs, en favorisant le retour des colons émigrés et en supprimant des compagnies de couleur. Des Blancs bénéficiaires de la Révolution et des militaires de couleur autour de Louis Delgrès et de Magloire-Pélage entrent en rébellion et chassent Lacrosse. Cette rébellion va être discréditée par Lacrosse, qui est de la Dominique. Il envoie toute une contre-propagande expliquant que le gouvernement de Magloire-Pélage est un gouvernement qui veut l'indépendance de la Guadeloupe, qui est proche des idées de Toussaint Louverture. Et donc une expédition est envoyée pour rétablir Lacrosse dans ses fonctions. Cette expédition est dirigée par Richepense. Elle arrive le 6 mai 1802 en Guadeloupe. Et elle décide de désarmer les troupes de couleur. Pélage se soumet, mais Delgrès, alarmé par des scènes de désarmement et d'humiliation, appelle à la levée en masse, sans parvenir à soulever en grand nombre des cultivateurs qui reprochaient aux militaires de couleur d'avoir réprimé à plusieurs reprises leur mouvement insurrectionnel. Donc face à ce déséquilibre des forces, Delgrès va réussir à résister pendant 18 jours, jusqu'au 28 mai 1802, où, étant sur le point d'être capturé, il décide
de faire exploser le retranchement dans lequel il était à Matouba, dans les hauteurs de Basse-Terre. Pendant plusieurs mois, des massacres de grande ampleur furent organisés qui firent plusieurs milliers de morts dans la population. Les libres de couleur de la Martinique vont prendre le relais du combat en faveur, d'une part, de l'égalité des droits des hommes de couleur avec les Blancs, et ensuite du combat pour l'abolition de l'esclavage. Nonobstant toutes les lois antérieures, le régime des colonies est soumis pendant 10 ans au règlement. Après l'arrestation de Toussaint Louverture et la répression de l'insurrection de Guadeloupe, Bonaparte décide de rétablir l'esclavage dans l'ensemble des colonies françaises, le 16 juillet 1802. Cet arrêté consulaire sera promulgué en Guyane par Victor Hugues à la fin de l'année 1802 et en Guadeloupe le 14 mai 1803. Comment a-t-on pu accorder la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune civilisation, qui ne savaient même pas ce que c'était que les colonies, qui ne savaient même pas ce que c'était que la France? Mais peu de gens étaient en état d'en prévoir les résultats et un sentiment d'humanité est toujours puissant sur l'imagination. Il est nécessaire aussi de rétablir la traite et surtout de réaffirmer les distances entre les races traditionnellement mises par les couleurs. Il conviendra, dans les colonies, de désarmer les Noirs et les mulâtres. Les affranchissements sont trop nombreux, trop faciles. Pour l'avenir, il faudra les restreindre. Il faut empêcher l'affluence des gens de couleur sur le sol français. Autant de vide dans la culture, mélange de vices, lâche, fainéantise et corruption. Bonaparte a consulté beaucoup de monde, y compris ceux qui sont ses adversaires. On peut penser à l'abbé Grégoire. Il a consulté également Sonthonax, qui sera éloigné de Paris, mais il n'en a tenu aucun compte. À Saint-Domingue, l'arrêté de Richepanse vient évidemment faire exploser la politique de Leclerc, qui était une politique au contraire de pacification, de retour progressif et pacifié à une forme de servitude qui était le prélude du rétablissement de l'esclavage. Et on comprend que Leclerc dit à Bonaparte que l'arrêté du général Richepanse déclenche à Saint-Domingue la guerre des races. Tout un certain nombre d'éléments font prendre conscience aux anciens officiers de Toussaint que cette armée de Leclerc est venue pour réinstaurer l'esclavage. Le déclencheur est bien sûr le moment où Leclerc décide de reprendre aux nouveaux libres leur fusil, qui avait été donné par Sonthonax, avec ce symbole très fort en disant que le jour où on voudra vous reprendre justement ces armes, c'est parce qu'on viendra vous prendre votre liberté. Donc effectivement, là il y a une prise de conscience et les officiers de Toussaint décident de reprendre la lutte contre le général Leclerc. Le mouvement structuré, bien sûr, se fait autour des officiers de Toussaint et notamment autour de Dessalines. La lutte est extrêmement âpre, extrêmement dure, en particulier après la mort du général Leclerc. C'est effectivement le général Rochambeau qui prend la direction des opérations et qui lui donne un tour particulièrement sanglant. On a même fait l'hypothèse d'une folie sanguinaire à son égard. Il utilise des chiens dressés venus de Cuba pour terroriser la population noire, avec un discours qui galvanise les troupes blanches en leur montrant les Noirs comme des monstres sanguinaires. Et la bataille décisive, c'est la bataille de Vertières, qui reste un grand moment de l'histoire d'Haïti. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame la naissance de la République d'Haïti, mais c'est surtout la première fois que des esclaves noirs réussissent à fonder un État indépendant, donc contre des anciens maîtres blancs. Obéissez à la grande loi des empires, à la nécessité, et ne troublez pas le monde par des théories. L'esclavage, qui conserve la vie à des milliards d'hommes qui périraient de faim, est un tel bienfait pour l'humanité qu'il serait juste d'élever des autels à l'inventeur de la traite. La loi rétablissant l'esclavage garantira la durée de la paix du monde. L'humanité ne veut pas qu'on s'apitoie avec exaltation sur le sort de quelques hommes et qu'on cherche à leur procurer des biens douteux en exposant une autre part de l'espèce humaine à des maux certains et terribles. En disant cela, je pense à mes honorables amis de la Société des Amis des Noirs, que la faux révolutionnaire a moissonné presque tous et qui eussent frémi d'horreur à l'idée des maux qu'on a commis en exagérant leurs vœux, leurs principes, leurs maximes. On aurait aimé que la liberté des Noirs fût menée au tombeau sans l'accompagnement des phrases sentimentales et fausses qui avaient retenti 8 ans auparavant sur son berceau.
On voudrait supprimer de l'histoire cette loi, mais surtout les commentaires. On s'écrirait volontiers la traite sans phrase. On a parfois tendance à évacuer de l'histoire la première abolition de l'esclavage. Nombre d'ouvrages ne l'évoquent même pas. Je crois que le principe de la liberté générale, proclamé et appliqué, est incontestablement une rupture dans l'ordre colonial. L'abolition va avoir une portée symbolique considérable pendant tout le XIXe siècle. Les principes qui ont été proclamés à cette époque, l'expérience en quelque sorte va servir pour les abolitionnistes de 1848 comme Victor Schœlcher. À Saint-Domingue, l'esclavage n'a pas été rétabli. La parenthèse de 8 ans ne se referme pas. La liberté continue. L'indépendance de la colonie interdit tout retour à l'esclavage. La contrepartie, évidemment, c'est que la hantise de la révolte va être permanente dans les gouvernements d'Angleterre, de France, d'Espagne, du Portugal, etc., qui vont donc endiguer toute forme de résistance avec une violence bien plus importante, bien plus grande. Dans la République, nous pouvons tout nous dire sur notre histoire. Le racisme, d'où qu'il vienne, est un crime du cœur et de l'esprit. C'est lorsqu'il s'est agi de justifier l'injustifiable que l'on a échafaudé des théories racistes. Les premiers à combattre l'esclavage furent les esclaves eux-mêmes. Il y eut le commandant Delgrès, il y a eu Toussaint Louverture, il y a eu la mulâtresse Solitude, Simindef et Dimitile. Ces noms, ces destins hors du commun, trop peu de Français les connaissent. Et pourtant, ils font bien partie de l'histoire de France. C'est pourquoi je souhaite que la France métropolitaine honore le souvenir des esclaves et commémore l'abolition de l'esclavage. Ce sera le 10 mai, date anniversaire de l'adoption à l'unanimité de la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Cueille les graines sur les cotonniers. Cueille les graines sur les cotonniers, sur la plaine, toute la journée. Et dans l'Hexagone, la commémoration nationale des mémoires de l'esclavage a été célébrée pour la première fois le 10 mai dernier à Bordeaux. Son maire, Alain Juppé, et une partie du gouvernement ont inauguré dans le musée d'Aquitaine un vaste espace consacré à cette page sombre de l'histoire de la ville. Merci, bonne soirée et à la semaine prochaine.
demain sur France Télévisions. France 2, un petit mensonge va bouleverser sa vie, Daniel Prévost et Monsieur Joseph. France 3, Thalassa l'expédition, le grand départ pour 10 mois en direct de l'Orient. France 4, la grande illusion spéciale paranormale, c'est incroyable mais vrai. France 5, l'air du temps, Sacha Distel, un crooner made in France. France O, Nosabé, en concert dans Multisénique. Demain sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Le Théâtre Créole investit la Grande Halle de la Villette. Avec Maravan, du Théâtre Talipo, Comme deux frères, d'après Marie Scondé, Tram, avec Firmine Richard. Du 22 septembre au 10 octobre, découvrez ou redécouvrez les grands noms du Théâtre Créole à la Grande Halle de la Villette, en partenariat avec France O. J'ai beaucoup de nostalgie de Cap-Vert, surtout de ma maman, que je compte aller embrasser bientôt, et de mes sœurs, de mes tantes, les sœurs de ma maman, les amis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont absents, il y en a qui sont morts, il y en a... Je sais qu'il y en a beaucoup que je ne vais pas trouver, mais quand même, dans l'aspect général, parcourir les rues que j'avais l'habitude de parcourir, les pieds par terre, sans chaussures et tout ça. J'ai vraiment envie de... J'ai vraiment beaucoup, pas de nostalgie, mais de saudades. Beaucoup de saudades de mon pays, Cap-Vert. Particulièrement Saint-Vincent, là où je suis né et j'ai vécu avant de venir au Sénégal. Sabura ela na nostra Cabo Verde, la nota sentir na nostra lição. Sabura ela na nostra Cabo Verde, la nota sentir na nostra lição. Uau! Dança-me criola, cola na minha, pensa na passada, saber, cola na minha. Dança-me criola, cola na minha, pensa na passada, saber, cola na minha. Sabura ela na nostra Cabo Verde, a nota sentir, na nostra tradição. Sabura ela na nostra Cabo Verde, la nota sentir, na nostra tradição. Chega na minha boqueta, porque vamos sentir calor de Romurinha, oh Cabo Verde. Chega na minha boqueta, porque vamos sentir calor de Romurinha, oh Cabo Verde.
pra sentir lamentos tradição. Chez Antoinette, là où nous jouons chaque dimanche, c'est l'occasion vraiment de rencontrer beaucoup du monde capvérien.